Et salut à tous, aujourd'hui on va directement parler des 7 plus grosses erreurs sur l'argent. On est au mois d'avril, la haute saison va bientôt commencer pour les voitures, donc si vous voulez vous former, les liens sont juste en dessous. Location de voiture et aussi gestion de l'argent. Ça va de pair, franchement. Alors, premier point, c'est la sapologie, le bling bling. Il y a une phrase qu'avait un rappeur qui disait: j'ai des cléons, donc j'ai des oncles, avec des chemises à 1000 $ en étant RMiste. Alors moi, ça c'est un truc quand même, j'adore parce que franchement, je trouve ça beau et dans toute l'idéologie en fait qu'il y a derrière, je trouve ça génial. De bien s'habiller, de bien s'apprêter, c'est top. Mais d'un autre côté, faut quand même, je pense, maîtriser un peu le truc. Parce que si t'envoies tout ton argent là-dedans, que dans le paraître, que dans le bling-bling, et il y avait une personne, je vais pas citer son nom, mais je passais tout le temps devant sa maison, et sa maison, elle avait une fissure dans la façade. Elle avait l'air pourrie. Ça ressemblait à un squat. Franchement, franchement, ça ressemblait à un squat dégueulasse. J'ai jamais été à l'intérieur, mais en tout cas, l'extérieur et l'image que ça donnait, ça a vraiment l'air dégueu. Mais par contre, il avait des caisses, mon ami, tout le temps bien nettoyées. Intérieur, extérieur, elle était nickel. Donc il mettait tout son argent là-dedans, mais vraiment des sommes folles. Encore une fois, c'est un choix de vie, hein. Moi, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire ou pas. Mais en termes d'argent, quand même, c'est problématique. Je crois que c'est problématique. Mais si ça vous fait plaisir, et allez-y, allez-y à fond là-dedans. Suivante, ça je m'auto-incrimine là-dedans, c'est l'alcool, les cigarettes. Euh, L'alcool, quand j'y pense, j'ai quand même dépensé des sommes assez folles là-dedans. Et clairement, si vous n'avez pas ce poste de dépense-là, euh, c'est un budget énorme. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai mis en place sur mon compte Revolut, dédicace à Revolut, c'est mon coffre-fort fumeur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les semaines, je mets 7 euros. Maintenant, c'est même peut-être 10 euros le paquet. 7 euros sur un compte Revolut. Et en fait, je fais comme si j'étais un fumeur quotidien, enfin hebdomadaire. Et ça fait gonfler cette enveloppe fumeur. Et ça me permet de bien me rendre compte, de matérialiser qu'est-ce que ça coûte d'être un fumeur. Et tu vois, ce chiffre qui grossit de semaine en semaine, de semaine en semaine, et ça arrive à 100, 200 euros. Ça serait marrant de le faire sur toute une vie, mais clairement, je crois que c'est... Essayez, vous allez m'en dire des nouvelles de ça. Et pareil, au final, tu pourrais faire ça sur l'alcool aussi, hein. Que ça soit des bouteilles en boîte à l'époque, 70, 80, 90 euros toutes les semaines. Quand j'y repense, c'était un peu con quand même. Parce que je me dis, si toute cette période-là, pendant, je sais pas moi, à la période phase de ma vie, je devrais faire le calcul, quoi. Ça fait aller plus ou grosso modo 400 euros par mois. Euh, ouais, c'est ça. Par année, ça fait 4000. Ça se fait en 3 4 ans, une voiture à 15 000 balles, hein. Donc ouais. Ah, je vais arrêter d'y penser, ça va me faire encore plus mal. Mais en tout cas, mettez ça en... Mettez le coffre-fort fumeur, vous m'en direz des nouvelles. L'autre point aussi, une erreur aussi, quand j'ai vu ça, j'y croyais pas en fait, c'est ils prennent euh, donc 100, non, c'est 3,50 $ il y a 100 ans en fait. Qu'est-ce que ça vaut 100 $ actuels en fait? C'est plutôt ça le schéma de pensée. Donc ils prennent un billet de 100 $ et ils vous montrent qu'il y a 100 ans, ça valait 3,50 $ Et donc, en gros, avec 3,50 $ à ce moment-là, tu savais faire les mêmes choses qu'avec 100 $ aujourd'hui. Et tu vois, il y a un graphique comme ça où tu as la dévaluation de la monnaie, le fait que tu sais acheter de moins en moins, et vous le voyez certainement avec vos courses. Et ça, ouais, c'est fatal. Quand tu te rends compte de ça,
tu te dis que tu peux pas en fait garder trop d'argent sur toi. Parce que l'inflation va te tuer. Et tu as un site intérêt composé, un site canadien qui est très bien pour te montrer l'intérêt des intérêts composés, le côté exponentiel de la chose, mais tu as le côté aussi exponentiel de l'inflation dans l'autre sens. Et comment ça te retire en fait des trucs. Quand tu arrives vraiment à comprendre ce truc-là, tu te rends compte que c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Et de nouveau, comme notre cerveau a beaucoup de mal à comprendre réellement les exponentiels et à se représenter ça dans sa tête, graphiquement, c'est pas mal. Quand tu vois un graphique, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est terrible, quoi. L'autre point aussi super, super important, c'est le côté qui n'est pas fair play par rapport à l'argent. C'est qu'on remarque quand même que le comportement, enfin que tout le monde agit par mimétisme, et que le comportement d'un enfant est souvent ce que ses parents ont fait. Donc pourquoi c'est pas fair play? C'est que beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas eu euh, des parents qui s'y connaissaient à l'argent ou qui se sont intéressés à ça. Et moi, je me mets dans cette case-là, hein. C'est pas que mes parents avaient une connaissance énorme. Ils tenaient un budget. Moi, c'est vraiment ça un peu ce que j'ai retenu d'eux, leurs compétences. Et je leur dis merci par rapport à ça. Mais je reviens par rapport à ça, c'est que clairement, il y a par exemple, je prends des familles d'entrepreneurs ou des family office ou vraiment qui ont des grosses fortunes, c'est qu'ils transmettent un savoir et une éducation et que faire, comment gérer à leurs enfants, qui leur donne un désavantage, enfin plutôt un avantage énorme par rapport aux autres. Mais bon, la vie, c'est comme ça. Et autre point super intéressant par rapport à ça, c'est que au final, il reste quand même très très peu de familles qui ont réussi à maintenir ça pendant 10 générations ou 15 générations. C'est qu'à un moment donné, il y a, il y en aura un dans la famille qui va déconner et briser la chaîne, ou beau-frère, belle-sœur, divorce, tout ce que tu veux, et qu'au final, ça casse cette ascension. Bon, on a souvent l'exemple des Rockefeller qui ont réussi à eux maintenir ça pendant des années. Mais c'est quand même exceptionnel, je pense. La plupart des gens, j'avais regardé ça en termes de fortune sur Forbes, c'est que, bon, il y a des gens qui ont, allez, 3 générations, 5 générations, 7 générations. Mais déjà, je crois, au-dessus de 7, ça devient ça devient de plus en plus rare, quoi. Bon, après, est-ce que les statistiques, pour comparer aussi, 3 générations, ça fait quand même, je sais pas, une génération, c'est quoi une génération? C'est 50 ans, 60 ans? Donc ça fait 150 ans. Donc c'est vrai que sur l'échelle de la vie d'un pays, c'est déjà beaucoup en fait. J'espère que vous comprenez ce que je dis, mais moi je me comprends, mais bon, bref. Donc voilà, c'est ce cycle là de transmission de savoir. Mais pareil, si vous n'avez pas ça et que vous vous rendez compte du souci, eh ben, il faut se former. Alors, où il y a ma formation juste en dessous, mais c'est pas obligé d'être avec moi, hein. Lisez des livres, euh, faites du réseautage, allez vous former ailleurs, mais prenez-en conscience. C'est ça le point le plus important, en tout cas. L'autre point, c'est super important par rapport à s'endetter pour les actifs et passifs. Ça aussi, dédicace à Robert, pour ceux qui ont la ref, le pape de l'éducation financière. Euh, Faire des dettes pour acheter des passifs, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut acheter des actifs. Voilà, c'est une loi immuable. La première de père riche, père pauvre. Ne faites pas des dettes pour vous acheter une bagnole, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ou pour acheter un sac à main, ou pour partir en vacances. Ça aussi, c'est un truc, ne faites pas ça. Ou si vous le faites, bah voilà, faites-vous plaisir, mais sachez que ça va être compliqué après avec l'argent. Alors, point suivant, euh, bah, ça en revient avec le premier point, c'est que si tu n'as pas de mentor et quelqu'un qui est déjà passé par différentes étapes, ça va être plus dur. Et c'est pour ça qu'on remarque aussi que, par exemple, s'il y a
les enfants, pareil, ils reproduisent ce que font leurs enfants, hein. C'est pour ça qu'il y a des fils de médecin en médecin, des fils de ouvrier en ouvrier, des fils de... comme ça. Parce qu'en fait, il y a un guide. Et c'est beaucoup plus facile pour l'enfant d'être guidé par quelqu'un qui a déjà traversé tous ces trucs-là, parce qu'il peut le guider vu qu'il a déjà fait le chemin. Est-ce que je suis pour ça? Ben, je dirais oui et non, parce que ça rassure. Mais d'un autre côté, si vous voyez que l'enfant est pas du tout fait pour un truc, il faut laisser explorer son autre chemin. Donc, je sais pas, c'est une question quand même assez compliquée. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous pensez là-dessus. Si oui, pour vous, c'est super important de déjà avoir débroussaillé le chemin et aiguiller votre enfant, ou bien au final, chacun fait son chemin, quoi. Et alors, le dernier point, vraiment le plus important, le truc qui a été vraiment game changer pour moi, c'est le fait de ne pas avoir de budget et de ne pas le respecter. Et je dis franchement, hein, si la plupart des gens, ils ont un budget et qu'ils le respectent, financièrement, ça sortirait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de situations délicates ou difficiles. Alors c'est simple, mais pas facile. C'est un truc que je dis assez souvent. Mais clairement, il faut s'habituer dès le plus jeune âge à respecter le budget. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, les 7 erreurs sur l'argent. Si vous voulez vous former en location de voiture ou gestion du budget, les liens, c'est juste en dessous. Ciao, ciao, à plus.